Bonjour à tous, je me présente, Brahim Akariou, je suis avocat au contentieux civil de la construction et également chargé de procédure civile, donc chargé d'enseignement en procédure civile depuis quelques années. J'ai l'honneur de corriger aujourd'hui cet examen de procédure civile dans le cadre du CRFPA qui est tombé à la session 2024 et je remercie Madame Constance Monnier de m'avoir invité sur sa chaîne pour présenter le corrigé de cet examen. Alors, dans un premier temps, lorsqu'on regarde la forme de ce sujet, on peut se sentir décontenancé puisque l'examen ne dure que 2 heures et donc on se rend compte qu'il fait 2 pages contrairement à l'examen de procédure pénale ou encore à l'examen de procédure administrative qui tient pour mémoire que sur 1 page. Néanmoins, après une première lecture, on se rend compte qu'il y a énormément d'informations inutiles et ce qui nous importe ne se tient que sur quelques lignes. Donc, je vais commencer la lecture de ce sujet et nous allons ici procéder à sa correction. Donc, Madame Academix, retraitée âgée de 66 ans, a eu besoin d'argent pour financer des travaux dans son appartement et a fait 2 emprunts successifs à son neveu, Monsieur Sympathique, le premier en 2022, d'un montant de 15 000 euros, le second en 2023 d'un montant de 10 000 euros. Et elle a signé 2 reconnaissances de dette. Jusque-là, très bien. On conserve l'esprit que nous sommes sur 2022-2023, donc a priori pas de prescription. On voit également 15 000 euros, 10 000 euros. Très bien, donc on est au-delà de 10 000 euros en cas de litige. Malheureusement, elle n'a pas pu rembourser aux échéances prévues en dépit des nombreuses demandes de son neveu. Elle a été condamnée par un jugement du tribunal judiciaire de Rennes rendu le 29 avril 2024. Alors là, à ce stade, il faut vous mettre il faut vous mettre ici un warning dans le sens où on vous dit 29 avril 2024. Donc on a un jugement ici. Donc je reprends. Elle a été condamnée par un jugement du tribunal judiciaire de Rennes rendu le 29 avril 2024 à payer à Monsieur Sympathique la somme de 15 000 euros pour le premier emprunt, 10 000 euros pour le second, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des intérêts échus et 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de l'instance. Le jugement lui a été signifié par remise à personne par commissaire de justice le lundi 6 mai 2024. Madame Academix a constitué maître Big Data, avocat au barreau de Rennes, pour qu'il fasse appel du jugement. Elle vous expose les actes que maître Big Data a accomplis et vous consulte pour connaître sa situation. Alors là, ce qui est quand même très intéressant, c'est que c'est Madame Academix qui interjette appel. Donc, le fait de s'interroger sur l'idée de la signification d'abord à avocat puis à partie, là en l'espèce on n'en voit pas trop l'intérêt, on peut se le conserver dans l'esprit, mais à vrai dire on n'en voit pas trop l'intérêt à ce stade. Maître Big Data a envoyé au greffe de la cour d'appel de Rennes par communication électronique une déclaration d'appel le mardi 4 juin 2024. Donc on est moins d'1 mois ici. On était à 1 mois moins 2 jours en ce qui concerne le délai de forclusion pour interjeter l'appel. Il a rédigé ainsi. Objet de l'appel. Critique de tous les chefs de jugement rendus le 29 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Rennes et de la condamnation à 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Plus tard, se rendant compte qu'il avait oublié de formuler expressément les chefs du dispositif du jugement, il envoie un message au greffe de la cour d'appel le mercredi 12 juin 2024. Veuillez trouver 6 juin le fichier PDF listant les chefs du dispositif du jugement et joint le fichier à son message, lequel détaille précisément tous les chefs critiqués omis. Donc, condamnation à la somme de 15 000 euros pour le premier emprunt, 10 000 euros pour le second emprunt, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des intérêts échus et aux entiers dépens de l'instance. Inquiète, Madame Academix vous interroge le 2 septembre 2024 pour vérifier que ces intérêts ont bien été protégés.
Après une première lecture de ce sujet, on peut se dire que nous sommes face à un appel général, si on procède à une lecture très vite. C'est véritablement le piège qu'il ne faut absolument pas commettre. Nous ne sommes pas face à un appel général. L'appel ici n'est pas irrégulier, il est régulier. J'en veux pour preuve. Critique tous les chefs du jugement rendu le 29 avril 2024, ce point-là pourrait nous amener à croire que c'est un appel général. Cependant, il est indiqué que et de la condamnation à 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. C'est un chef de jugement expressément critiqué. Maître Big Data n'a pas visé les autres chefs de jugement expressément critiqués, néanmoins il en a visé un, l'article 700. Donc, puisqu'il n'a visé que l'article 700, l'appel n'est pas irrégulier, il est au contraire parfaitement régulier, puisqu'il a visé un chef de jugement expressément critiqué. Si vous partiez bille en tête sur un appel général, votre raisonnement est totalement faussé. Donc, qu'est-ce qu'il fallait répondre, puisqu'on est le 2 septembre 2024? Premièrement, il faut s'interroger au délai. Est-ce que nous sommes dans les délais? Ici, l'appel a été interjeté le 4 juin 2024. L'expiration, donc la forclusion plutôt du délai pour interjeter l'appel, puisqu'ici il s'agit d'un jugement, donc il est de 3 mois, donc c'est 4 septembre. Donc premièrement, il faut s'interroger sur le délai. Est-ce que nous sommes dans un appel 3 mois ou un appel à bref délai, 1 mois, avant la réforme, attention. En l'espèce, nous sommes le 2 septembre, nous sommes encore dans le délai de 3 mois. Néanmoins, l'appel ici n'est pas irrégulier. En revanche, il est incomplet, puisque l'effet dévolutif ne peut avoir son plein effet que si et seulement si la déclaration d'appel vise expressément les chefs de jugement expressément critiqués, sauf si vous faites un appel en nullité. L'appel en nullité et l'affirmation, c'est pas la même chose. Par exemple, l'appel en nullité, le jugement n'a pas respecté le principe du contradictoire, le procès équitable, le principe même du procès équitable. Là, on se retrouverait non pas sur une affirmation, mais sur une nullité du jugement. Donc, ce qu'il fallait ici répondre, c'est que l'appel, il est parfaitement régulier, mais il est incomplet. Donc, l'effet dévolutif ne fonctionne pas sur les 15 000 €, sur les 10 000 € et les 2 000 €. Néanmoins, on voit qu'il a transmis un message par la suite, un message au greffe. Est-ce que ce message au greffe permet de régulariser, permet de respecter la déclaration d'appel qui est visée, les exigences visées à l'article 901 du Code de procédure civile? Là, à ce moment-là, il faut se poser la question déjà de la jurisprudence du 30 juin 2020 qui nous permet de compléter dans le délai pour conclure. Alors, je dis pas le délai de 3 mois, mais dans le délai pour conclure. Tout dépend si vous êtes sur un délai de 3 mois ou d'1 mois avant la réforme. En l'espèce, on est dans le délai de 3 mois, on peut toujours rectifier le tir. Mais est-ce que le message qui a été fait au greffe, auquel il a été joint un fichier PDF, respecte la régularisation de la déclaration d'appel? La réponse est non, puisque l'article 901 nous permet certes de joindre une annexe, mais lorsqu'on veut régulariser une déclaration d'appel, elle ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel. En définitive, le message qui a été fait le 12 juin ne permet pas la régularisation de la déclaration d'appel du 4 juin. En conséquence, il faut inviter Madame Academix à contacter son avocat, pour le dire ainsi. Il faut que Maître Big Data, qui représente les intérêts de Madame Academix, interjette de nouveau appel, régularise par une déclaration d'appel, et non pas par un message au greffe. Il faut une nouvelle déclaration d'appel. En ce qui concerne maintenant la question B. Votre réponse changerait-elle si la déclaration d'appel était faite le jeudi 5 septembre 2024 dans les mêmes termes, en supposant, dans ce cas, pour les besoins du raisonnement, que le jugement du 29 avril 2024 n'a jamais été signifié, avec un message et un fichier PDF envoyé au greffe de la cour d'appel le lendemain, le vendredi 6 septembre,
et que Madame Académix vous consulte le lundi 9 septembre 2024. Le 9 septembre, on est à quelques jours après l'examen de procédure civile, sachant que pour mémoire, vous avez composé le 6 septembre 2024. Ici, il est extrêmement important de s'interroger sur deux points. Premier point, est-ce qu'on peut régulariser? Je vous l'ai dit, nous sommes face à un appel régulier, une DA régulière, une déclaration d'appel totalement régulière. Avant la réforme, si vous vouliez compléter votre déclaration d'appel, il fallait de nouveau interjeter appel, donc de nouveau formuler une nouvelle déclaration d'appel qui vient régulariser la déclaration d'appel initiale, tandis qu'aujourd'hui, depuis la réforme, si vous avez visé un chef de jugement expressément critiqué, vous pouvez le compléter, vous pouvez le rectifier, vous pouvez le corriger par des conclusions lorsque vous devez conclure soit dans le délai de 3 mois ou maintenant dans le délai de 2 mois lorsqu'on a un appel à bref délai. Donc ça veut dire quoi? Si je reprends bien cette question B, elle est dépendante de la question A, et elle est dépendante du sujet, de la bonne compréhension du sujet. Si vous avez vu et analysé que le sujet ne fait pas état d'un appel général, mais que la déclaration d'appel est régulière néanmoins incomplète, vous pouvez recourir à l'article 915-2 qui vous permet de compléter votre déclaration d'appel dans votre premier jeu de conclusion. Là, en l'espèce, pour mémoire, la déclaration d'appel a été faite le 5 septembre. Vous avez 5 septembre, octobre, novembre, décembre, le 5 décembre, pourvu que le 5 décembre ne tombe pas un samedi ou un dimanche, ou un jour férié, plutôt un samedi-dimanche, hein, le jour, un 5 décembre n'est pas un jour férié. Mais vous avez compris ici que on est parfaitement dans le délai au 9 septembre lorsque Madame Académix nous consulte. Donc il est possible de régulariser la déclaration d'appel depuis la réforme au visa de l'article 915-2 du Code de procédure civile, si et seulement si vous avez visé au moins un chef de jugement expressément critiqué dans votre déclaration d'appel. Et c'est le cas en l'espèce, puisque Maître Big Data a visé au moins un chef de jugement expressément critiqué, la condamnation de Madame Académix au paiement de 2500 € au titre de l'article 700. Si maintenant il s'agissait d'une déclaration d'appel globale ou générale et que l'on ne vise pas au moins un chef de jugement expressément critiqué, là, dans ce cas, même depuis la réforme, eh bien, vous devez procéder à une nouvelle déclaration d'appel. Toujours. La règle antérieure à la réforme survit dès lors que votre déclaration d'appel est dite générale ou globale et ne vise aucun chef de jugement expressément critiqué. A contrario, si vous visez au moins un chef de jugement expressément critiqué, vous pouvez régulariser votre appel, votre déclaration d'appel directement dans votre premier jeu de conclusion dans le délai de conclure, soit dans le délai de 3 mois ou dans le délai de 2 mois. Il y avait aussi ici un second vice qu'il fallait soulever, puisque depuis la réforme de qui est entrée en vigueur au 1er septembre 2024, la déclaration d'appel doit avoir pour objet d'infirmer ou de réformer ou d'annuler le jugement à peine de nullité. Ce point doit être soulevé à peine de nullité, puisqu'il n'existait pas sous l'ancien article 901. Aujourd'hui, le fait d'omettre dans la déclaration d'appel l'objet de l'appel qui consisterait à réformer ou à annuler la décision rendue en première instance, cette omission est sanctionnée par une nullité pour vice de forme. Donc, cette nullité pour vice de forme, encore faudrait-il justifier d'un grief. Un grief, c'est un déséquilibre dans les droits de la défense. En l'espèce,
Je ne vois pas ici comment pourrait-on caractériser un déséquilibre dans les droits de la défense, puisque à l'occasion du premier jeu d'écriture, vous allez exposer tout votre argumentaire. Donc le grief n'est pas, ne me semble pas prospérer en l'espèce. Néanmoins, la partie adverse peut la soulever et donc à elle de justifier un grief, mais elle devra la soulever bien entendu devant le conseiller de la mise en état. Il faut le préciser. J'ai omis d'indiquer dans la question numéro A que l'absence d'effet dévolutif ne peut pas être soulevée. Elle ne peut pas être soulevée devant le CME puisque le CME n'est pas compétent pour connaître d'une question tenant à l'absence de dévolution d'un appel. En revanche, il faudra soulever ce point-là devant la formation collégiale. Je reviens sur ma question B. Donc ici, il n'y avait pas de choses particulières, sinon à compléter la déclaration d'appel par un jeu de conclusion, puisque nous ne sommes pas face à un appel général, d'une part, et d'autre part, d'inviter Madame Academix et surtout son avocat, Maître Big Data, à régulariser aussi sa déclaration d'appel, puisque ici, on a une nullité pour vice de forme qui peut être régularisée en réalité dans le délai pour conclure. Donc il peut également formuler une nouvelle déclaration d'appel, même si le grief ne me semble pas caractérisé en l'espèce et que la nullité de la déclaration d'appel ne me semble pas envisageable en l'espèce. Donc vous voyez, il y avait ici deux belles questions. La première, c'est la régularisation par les conclusions dans le premier jeu d'écriture pour les chefs de jugement expressément critiqués. En revanche, en ce qui concerne l'omission d'indiquer la réformation ou la nullité du jugement, celle-ci, cette omission ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai pour conclure. Donc, assez spécifique, le sujet numéro 1 qui a quelques particularités. Il avait une certaine difficulté, je peux le concevoir. Certains de mes confrères ont considéré qu'il était très très dur. L'essentiel, c'était de bien lire. C'était de très très bien lire puisque, comme je vous l'ai dit, critique de tous les chefs de jugement, en particulier la condamnation à 2500 €. Donc critique au vu du nouveau droit, donc une critique, on ne sait pas si c'est une annulation ou une réformation, même si on comprend que c'est une réformation, le grief n'est pas caractérisé en l'espèce, et on voit que il ne fallait pas tomber dans cet écueil de se dire que nous sommes face à un appel général, alors qu'en réalité au moins un seul chef de jugement expressément critiqué a été indiqué dans la déclaration d'appel. Nous allons passer maintenant au sujet numéro 2. Madame Academix vous expose que dans le cadre d'un conflit issu d'un trouble de voisinage, elle a signé le 12 janvier 2024 une transaction avec Monsieur Gagnon, son voisin, dans laquelle elle s'engage à dédommager le préjudice de ce dernier pour un montant de 8 000 € payable en 4 mensualités de 2 000 € chacune à compter du 1er avril 2024. Monsieur Gagnon se contente de renoncer à toute action en justice à propos de ce trouble de voisinage et d'accorder ce délai de paiement. Sur requête de Monsieur Gagnon, cette transaction a été homologuée par un jugement du tribunal judiciaire de Rennes le 12 février 2024. Ce jugement d'homologation indique dans son dispositif par ses motifs homologuant la transaction intervenue entre Madame Academix et Monsieur Gagnon signée le 12 janvier 2024 annexé au présent jugement. Madame Academix n'a réglé que la première mensualité de 2 000 € le 1er avril 2024, puis a cessé de payer Monsieur Gagnon. Après la dernière échéance impayée du 1er juillet, ce dernier la met en demeure le 5 juillet de payer sous 15 jours l'intégralité des sommes restant dues. Puis, devant le silence et l'inaction de Madame Academix, il saisit, alors là c'est quand même extraordinaire, c'est pas Monsieur Diligent, là on voit une petite erreur, une petite coquille, un huissier de justice ou un commissaire de justice, on ne l'appelle pas par Monsieur ou Madame, on l'appelle par Maître. Donc cette petite coquille ici, donc maître diligent, je dirais, commissaire de justice pour qu'il effectue une saisie-attribution sur le compte que Madame Academix détient à la banque Cash. Le commissaire de justice effectue directement la saisie en signifiant un acte de saisie au tiers saisi, la banque Cash, le lundi 19 août 2024,
et en dénonçant la saisie à Madame Academics le lundi 2 septembre 2024. Madame Academics souhaite trouver les moyens pour empêcher la poursuite de cette saisie. Elle entend saisir le juge de l'exécution pour lui demander de statuer sur la régularité de la saisie-attribution. Elle vous indiquera en outre qu'elle entend invoquer un déséquilibre qu'elle estime important dans les concessions consenties dans cette transaction homologuée et vous demande si elle dispose d'un moyen procédural à cet effet. On vous rappelle quand même une base, c'est que vous ne devez pas développer de moyens tendant à la nullité de la transaction hors programme de procédure civile. Comment analysez-vous sa situation procédurale? Ce second cas pratique est intéressant puisqu'il comporte un volet code de procédure civile d'exécution, ce qui est très très rare depuis que le CRFPA est devenu national, et il comporte un volet MARD. Donc ce sujet comporte un énorme volet pour 10 points de procédure civile pure et dure, un volet CPCE et un volet MARD. Pour ce qui concerne la régularité, il faut savoir que là, nous sommes face à une saisie-attribution. Je ne vais pas ici faire un cours sur les voies d'ex. Néanmoins, il y avait une disposition essentielle à mobiliser, c'est l'article R211-3 du Code des procédures civiles d'exécution. À peine de caducité de la saisie d'attribution, celle-ci doit être dénoncée dans un délai de 8 jours à compter de la saisie-attribution. Autrement dit, une saisie-attribution, c'est quoi? C'est un commissaire de justice qui va procéder à une saisie sur les comptes en banque d'un débiteur et au plus tard, dans un délai de 8 jours à peine de caducité, il lui dénonce la saisie. Grosso modo, c'est cela. Si la dénonciation est faite au-delà du délai de 8 jours, la saisie-attribution n'est pas régulière. Elle est caduque. Toute la caducité, cela entraîne la caducité et donc le GEX peut ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée irrégulièrement du fait de la caducité, faute d'avoir dénoncé la saisie dans le délai imparti de 8 jours. En l'espèce, la saisie a eu lieu le 19 août et elle n'a été dénoncée que le 2 septembre. Sachant que c'est un délai en jours, on va commencer à compter ce délai de 8 jours à compter du 20 août, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Donc du 20 au 27, vous avez 8 jours. Or, il avait jusqu'aux 8 jours le commissaire de justice pour dénoncer, donc jusqu'au 27 inclus, 27 août 2024 inclus, pour dénoncer la saisie-attribution. Il ne l'a pas fait, donc, puisqu'il ne l'a pas fait, il l'a fait au 2 septembre, elle est donc caduque. Et de toute évidence, entre le 27 et le 27 août et le 2 septembre, nous n'avons pas un week-end de plusieurs jours, hein, c'est samedi-dimanche. Donc, à supposer que le 27 tombait un samedi, le 28 un dimanche, le 30 au plus tard, elle devait être dénoncée. Or, le 30 août, elle n'a pas été dénoncée. Donc, c'est à supposer que le 27 août est tombé un samedi. Donc ici, on a une absence de dénonciation dans le délai de 8 jours. Donc, vous pouvez conseiller à Madame Academics de soulever la caducité de la saisie-attribution du fait de l'absence de dénonciation dans le délai de 8 jours. Soulevez ce moyen de défense devant le GEX. Le GEX ordonnera à cet instant la mainlevée. Elle vous dit également que les concessions il y a ici un déséquilibre, que les concessions ne sont pas réciproques. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque nous sommes face à une transaction homologuée, qui, par cette homologation, on lui confère la formule exécuteur, ça devient un titre exécutoire, est-ce que le juge de l'exécution peut connaître des conditions de nullité d'une transaction? La jurisprudence s'est déjà prononcée. Elle s'est prononcée en ce que le juge de l'exécution peut apprécier les conditions de validité d'une transaction homologuée. Et il doit donc également apprécier si les concessions
au sein même, les concessions convenues dans cette transaction sont ou non réciproques. Il ne faut pas oublier qu'une transaction, la transaction doit, une transaction, c'est un contrat en vertu duquel les obligations s'engagent à des les parties s'engagent à des obligations réciproques. Donc c'est une transaction. Une transaction est une convention par laquelle les parties s'engagent à des obligations réciproques. Est-ce qu'en l'espèce nous sommes face à des obligations réciproques? On peut s'interroger. Là-dessus, on peut s'interroger. Toujours est-il que le GEX est compétent pour apprécier de la nullité, pour apprécier plutôt des engagements réciproques de chacune des parties pour prononcer le cas échéant la nullité de la transaction homologuée. Maintenant, est-ce que ce moyen de défense pourrait aboutir? On peut s'interroger. Est-ce que le fait de renoncer à un droit disponible, comme le fait de renoncer le fait de renoncer au droit à agir, est-ce que le fait de renoncer au droit à agir permet de caractériser ici une concession réciproque à l'obligation de paiement? On peut s'interroger. Donc là-dessus, je n'ai pas la réponse, hein, mais on peut s'interroger. Toujours est-il que là-dessus, on ne vous attendez pas jusqu'à ce raisonnement-là. Mais si vous indiquez que le juge de l'exécution peut apprécier si les engagements sont ou non réciproques dans une transaction homologuée et le cas échéant prononcer sa nullité, c'est sur cela que l'on vous attend. Il y a aussi un autre élément. Il ne faut pas oublier que nous sommes face à une décision. On est face à une ordonnance qui homologue une transaction. Autrement dit, nous sommes face à une décision judiciaire aussi. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'une ordonnance, même sur requête, elle doit faire l'objet d'une notification. En l'espèce, rien ne nous indique que l'ordonnance d'homologation a été notifiée. C'est l'article 503 du Code de procédure civile. Pour obtenir l'exécution d'une décision, encore faudrait-il la notifier. À moins, c'est ce que dit le texte, à moins que l'exécution n'ait été faite volontairement. Or, en l'espèce, on voit clairement que Madame Academix a réglé la première mensualité. On peut se dire qu'elle a exécuté volontairement l'ordonnance homologuée avant même qu'il n'y ait eu de notification. Donc, ce moyen, on peut l'invoquer, mais je ne pense pas qu'il puisse prospérer. Donc vous voyez ici, dans ce second cas pratique, rien d'extraordinaire en réalité. La première chose, c'était d'évoquer, le cas échéant, la question de la notification et de l'exécution volontaire. D'autre part, d'évoquer la question de la caducité de la saisie-attribution. Et enfin, la question de la compétence, du pouvoir du juge, plutôt du pouvoir du juge, et non pas de la compétence, mais du pouvoir du juge d'apprécier les concessions réciproques d'une transaction homologuée. J'en finirai sur un dernier point. Alors, je ne pense pas que ici c'était attendu de votre part, mais comme je le dis très souvent, ce sont des choses qui sont valorisées. Voyez-vous, ce sont des choses qui sont valorisées. Il ne faut pas faire 3 pages ici. Je n'ai pas accès au corrigé, je ne sais pas ce qui est attendu dans le corrigé. Mais il ne faut absolument pas faire 3 pages, vous pouvez à la rigueur le mettre dans votre conclusion. On vous dit, elle entend saisir le GEX, le juge de l'exécution. Soit, mais vous pouvez finir là-dessus en indiquant quel est le juge compétent. Visiblement, ce sera, mais en quelques lignes, dans une conclusion, en 2 lignes, 3 lignes, en disant il conviendra pour Madame Academix de saisir le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rennes, puisque d'une part, il semblerait que elle soit domiciliée à Rennes au vu de son contentieux qui a été jugé par le tribunal judiciaire
judiciaire de Rennes vis-à-vis de son neveu, mais aussi de l'homologation de l'ordonnance, l'homologation pardon de la transaction conclue avec son voisin, Monsieur Gagnon. Donc on voit que c'est un litige avec son voisin, donc on peut se interroger et se dire que visiblement c'est le GEX du tribunal judiciaire de Rennes qui est qu'elle devra saisir pour soulever d'une part la caducité, d'autre part la question de la nullité de la transaction faute de concession réciproque. En revanche, en ce qui concerne l'absence de notification, elle peut la soulever aussi puisqu'elle n'est pas encore exécutoire. Normalement, la décision doit être notifiée. Cependant, on pourra lui objecter le fait que il y a eu une exécution volontaire de sa part. Voilà grosso modo le corrigé, mon corrigé de ce sujet. Un sujet que je considère difficile, en effet, qu'il est difficile. Cependant, si on procède à une bonne lecture du sujet, on peut s'en sortir. C'est un sujet qui répond, pour ma part, aux attentes du CRFPA. Je pense que le concepteur du sujet a considéré que le sujet de l'an dernier était trop facile. À mon goût, il était trop facile, en effet. Les questions comportaient les réponses dans le sujet, donc le sujet était trop orienté pour ma part. Notre confrère et consoeur partagent cet avis. En revanche, pour ce sujet-là, je l'entends, il est très difficile. Il faut néanmoins avoir une bonne technicité et une bonne compréhension et une bonne connaissance de la procédure civile, des voies d'ex et des bardes. Mes derniers mots iront pour les étudiants qui sont en train d'attendre les résultats. Je comprends votre anxiété, votre angoisse. Vous vous dites que si vous voyez cette vidéo, ah là là, je n'ai pas mis ceci ou je n'ai pas mis cela, mais il ne faut pas s'empoisonner. Il ne faut absolument pas s'empoisonner puisque vous ne savez pas comment vous allez être corrigé. Vous ne savez absolument rien de tout cela. Donc, ce n'est pas parce que j'ai évoqué certains points que forcément il devait figurer. Je vais peut-être un peu loin. Je parlais de la nullité, de la déclaration d'appel parce que il n'est pas fait mention, par exemple, de la réformation ou de l'annulation du jugement, la déclaration d'appel post-réforme. Hein. Peut-être que visiblement, je ne sais pas, le concepteur du sujet ne vous attendait pas forcément sur cela, mais vous attendez sur l'article 915-2 qui lui constitue, j'ai envie de dire, l'essence même de la question B. Donc voyez-vous, ce sont toutes ces questions-là qu'il faut sont mes questions personnelles, c'est mon analyse personnelle, c'est ma correction personnelle. Donc ne vous inquiétez pas. Moi je suis passé par là, je me souviens avoir par l'effet du stress, je m'étais trompé sur un moyen de défense en procédure civile. Je m'en suis mordu les doigts, vraiment. Je m'en suis pas rendu compte, sans doute par la fatigue et par le stress. Ça ne m'a pas empêché d'obtenir la note de 15,5 en procédure civile. Donc il faut quand même déstresser, il faut aller jusqu'au bout. Vous ne connaissez pas vos résultats, vous pouvez pas vous dire ça y est je sais, c'est sûr et certain je l'ai, c'est sûr et certain je ne l'ai pas. Vous n'aurez vos résultats qu'à compter de mi-octobre. Donc pour l'heure vous révisez comme si de rien n'était, même si c'est très dur. Donc ne lâchez pas. Pour les étudiants qui vont le préparer l'année prochaine, je pense que ce corrigé vous permet de voir les attentes des examinateurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions, je répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à mettre des commentaires. J'espère que cette vidéo a été enrichissante pour vous et je ne peux que vous souhaiter de la réussite. Et quant à celles et ceux qui l'ont passé cette année, j'espère que dans quelques années, je vous appellerai confrères et consoeurs. Au revoir.